Nous ouvrons ce journal par le lancement de l'atelier de relecture du cadre juridique et réglementaire des médias au Mali qui se tient à la Maison de la Presse du 11 au 14 octobre. L'objectif final est d'établir des lois conformes aux réalités du monde médiatique. Également, nous parlerons dans ce journal de la commémoration de la Journée mondiale de l'abolition de la peine de mort ce 10 octobre, une occasion pour les organisations internationales de faire le bilan des pays abolitionnistes. Depuis quelques années, Bamako, la capitale malienne, croule sous le poids des déchets plastiques. Les conséquences sont néfastes sur la santé de la population et sur l'environnement. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir et bienvenue aux informations. Comme je vous le disais à l'instant, un cadre favorable à l'essor des médias libres, responsable et garant de la lutte contre la désinformation dans un Mali de paix et de cohésion sociale. Tel est le thème choisi pour le lancement de l'atelier de relecture du cadre juridique et réglementaire des médias au Mali. Il s'agira d'un espace d'échange entre les acteurs du monde médiatique pour la mise à jour qui réglemente ces secteurs. Le compte rendu avec Aïcha Touré et Djakarija Dambili. Conscient de l'évolution du secteur médiatique et des difficultés dues au décalage entre les lois et textes qui la régissent au Mali avec les réalités actuelles, la Maison de la Presse, en collaboration avec la Haute Autorité de la Communication, organise cet atelier de 4 jours afin de répondre à la demande des acteurs médiatiques, à savoir proposer une relecture et revoir les cadres juridiques et réglementaires de leur secteur au Mali. Pour le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, la conformité de ces textes aux réalités du monde médiatique est une nécessité. Les textes qui régissent les médias au Mali sont des textes qui remontent à l'année 2000. On a fait plusieurs tentatives de révision, sinon de réadaptation de ces textes-là, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans la pratique de notre travail, il y a des difficultés parce que les textes ne sont pas en conformité avec les réalités du monde actuel. Donc il est important de rassembler l'ensemble des acteurs du monde médiatique pour que, ensemble, nous pouvons faire des propositions, des textes qui puissent désormais régir notre activité, notre travail. C'est cela qui nous permettra d'avoir des textes qui sont en conformité avec les réalités du monde actuel. Et c'est ce qui permettra de lutter contre la désinformation, de favoriser la liberté d'expression et de donner aux journalistes sa dignité. Si ces textes sont proposés et validés par les plus hautes autorités au niveau du CNT, je suis persuadé qu'on aura un climat favorable à l'exercice de la profession des journalistes. Parmi ces textes, nous avons d'abord le statut de journaliste, nous avons la convention collective, nous avons aussi la dépénalisation des délits de presse. Il s'agit de faire en sorte qu'un journaliste n'aille plus en prison pour ses opinions, pour ses écrits, et que désormais, à la place de la prison, qu'il y ait des sanctions pécuniaires. Nous souhaiterons également que l'aide qui est accordée aux médias soit indexée au budget de l'État, plutôt que ce soit un montant symbolique qui soit attribué. Désormais, si c'est indexé au budget d'État, en redéfinissant les critères d'attribution, ça peut bien aider les organes de presse à se développer. Le ministre de la Refondation s'est joint à cette initiative qui, selon lui, entre pleinement dans le processus de refondation de l'État. Le Mali qui a été jusque-là, en termes d'État, s'est effondré. Nous n'avons pas d'État et donc nous ne pouvons plus faire avec l'existant. Il faut changer de cap, il faut changer de direction, il faut changer de référentiel. Ça, au moins, nous en sommes sûrs. Et c'est ça la refondation. Nous en avons besoin dans tous les domaines. Constitutionnel, ça a été acté depuis les années 90, que la Constitution de 92 devrait être améliorée. Plusieurs tentatives ont été opérées qui sont dans le lendemain. C'est de la même chose qu'il s'agit
pour les textes concernant la décentralisation, le système électoral, la presse bien sûr, mais aussi notre gouvernance, nos services sociaux de base, nos politiques d'éducation, de santé et de modernisation des infrastructures. Nous en sommes convaincus. Alors il va falloir les changer. Mais la refondation, tenez-vous bien, a comme interlocuteur chaque citoyen malien qui doit intégrer cette nouvelle force pour dire que nous pouvons changer pour mieux. Par ailleurs, notre pays s'est caractérisant par une merveilleuse diversité médiatique. Le ministre de la Communication, M. Harouna Mamadou Touré, quant à lui, s'est tout de même penché sur les manquements qui empêchent les acteurs de ce secteur de s'épanouir. Il n'a pas manqué d'inviter les médias à se donner la main pour l'atteinte d'un objectif commun, témoignant de vive voix son accompagnement et son soutien pour la réussite de cet atelier. Je vais parler de ces pouvoirs qui nous manquent et que nous avons besoin de mobiliser pour des objectifs bien précis. Il s'agit du pouvoir des jeunes, il s'agit du pouvoir des femmes, du pouvoir des femmes et des hommes vivant avec un handicap, du pouvoir des FAMA, les forces armées de sécurité, toutes armes confondues, du pouvoir des syndicats des travailleurs, tous métiers confondus, du pouvoir des religieux, toutes confessions confondues, et du pouvoir des hommes et des femmes qui n'appartiennent à aucune de ces catégories. Parce que c'est uni, ensemble, que ces nouveaux pouvoirs et les pouvoirs traditionnels que vous connaissez iront tout droit au but et apporteront et démontreront leur capacité à refonder ce pays qui en a vraiment besoin. Je voudrais dire que j'ai reçu instruction de Monsieur le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef des armées. J'ai reçu la même instruction de Monsieur le Premier ministre, Choguel Kokala Meiga, chef du gouvernement, avec l'accompagnement de tous les membres du gouvernement, de m'approcher de la maison de la presse, de l'écouter, de suivre la presse, de l'aider, de l'appuyer et de la soutenir. Ainsi, ces journées permettront aux acteurs du monde médiatique d'échanger et de faire des préconisations concernant les éléments problématiques qui ressortent du cadre juridique de ce secteur, explique le représentant de la HAC, Mahaman Amé Sissi. On peut quand même affirmer que le formidable essor des médias maliens a été favorisé par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire régulièrement consolidé, mais qui aujourd'hui, avec l'arrivée des nouveaux acteurs sur l'échiquier médiatique, éprouve la grande nécessité d'être révisité. Ce n'est pas un secret de vous dire que la HAC y a réfléchi et a agi dans ce sens-là. C'est pourquoi elle a adhéré à la présente initiative. Qu'il me soit donc permis de saluer ici cet esprit et cette vision qui vont amener les participants à échanger sur le régime général de la presse, sur le secteur audiovisuel et la régulation de la communication en général, l'accès à l'information, en plus d'autres connexes mais importants comme la presse en ligne, la publicité, la carte de presse ou encore l'aide publique aux médias. Présent à cet atelier, l'Organisation des journalistes pour les droits humains, à travers son représentant Moro Siaka Diallo, a mis l'accent sur l'importance des médias, le respect des droits humains et de la liberté d'expression. Pour JDH, un média fort et indépendant est un arbitre entre les gouvernements et les citoyens. Lorsque les droits humains sont protégés, les gouvernements sont plus responsables et la vie des gens s'améliore.
À l'issue de ces 4 jours d'échange, les initiateurs et les participants devront produire une proposition de révision du cadre juridique des médias au Mali, rappelons-le, qui sera présentée aux autorités de la transition. Sur un tout autre sujet, la communauté internationale a célébré ce dimanche 10 octobre la journée mondiale contre la peine de mort. Une journée qui sensibilise sur l'importance de l'abolition de cette pratique. Pour cette année 2021, les femmes du monde sont à l'honneur selon Amnesty International Mali qui milite fermement contre la peine de mort. Reportage. Les femmes et la peine de mort, une réalité invisible. C'est le thème choisi pour la célébration de cette 19e journée mondiale contre la peine de mort. Cette année, l'accent est mis sur les femmes qui risquent d'être condamnées à mort, mais également celles qui ont été déjà condamnées à mort ou exécutées, ainsi que sur celles qui ont été graciées ou reconnues innocentes. Selon Mohamed El-Béchir Singaré, conseiller juridique de la peine de mort à Amnesty International, l'organisation de cette journée a 3 objectifs principaux. Nous voulons l'abolition universelle de la peine de mort. Mais cette journée a été instaurée en 2003 par la coalition mondiale qui réunit plus d'une centaine d'organisations et d'associations. Il y a des syndicats, il y a des magistrats, il y a des personnes individuelles. En tout cas, plus de 160 ont été recensés qui forment la coalition mondiale. Donc cette coalition mondiale s'est fixée comme objectif. D'abord, c'est d'encourager et de renforcer la dimension internationale du combat pour l'abolition de la peine de mort. Ça, c'est son premier objectif, auprès des opinions publiques et des décideurs. Le deuxième objectif, c'est quoi? C'est faire pression sur les États qui conservent la peine de mort pour qu'ils l'abolissent et même arrêter définitivement les condamnations. Le troisième objectif de la journée, c'est promouvoir et élargir la coalition mondiale contre la peine de mort pour renforcer sa représentativité internationale. Les Mali est abolitionniste de la peine de mort en pratique, nous confirme le chargé juridique d'Amnesty International. Lors de la première session de 2021 de la Cour d'assises de Bamako, il y a eu 13 condamnations à mort. Et il y a eu aussi 24 condamnations par contumace. Il y a eu 10 condamnations à mort. 4 aussi par contumace. Parce qu'il y a eu 24 condamnations par contumace. Et parmi ces 24, il y a 4 condamnés. Donc le tout, ça fait 14. D'après M. Singaré, le Mali compte des condamnés à mort à la prison pour femmes. Pour le Mali, il faut qu'on précise. Parce que dans les autres cas, on parle de couloir de la mort parce que les gens se durent sans savoir connaître leur sort. Sans savoir si c'est tout de suite qu'on va m'exécuter ou bien si c'est dans une année. Parce qu'on peut faire 23, 24 ans. Mais, juridiquement, tous ceux qui sont condamnés à mort, comme je vous l'ai dit, ce recours en grâce, c'est un mécanisme qui est là. Donc, ces condamnés-là, en général, sont juridiquement considérés comme, n'est-ce pas, des condamnés à la prison à vie, à la réclusion à perpétuité. Vous voyez, quand vous êtes dans le centre de détention, quand vous demandez est-ce qu'il y a des condamnés à mort, on vous montre des condamnés à mort. Peut-être ça, c'est avant que la mesure de grâce ne tombe. La grâce, ce n'est pas les libérer, c'est seulement commuer leur peine en réclusion à perpétuité. Ouais. Mais en tout cas, à ma connaissance, n'est-ce pas, selon les informations qu'on a recueillies, parce que c'est Bolé qui est le centre de détention dédié aux femmes, en tout cas, il n'y a que 2 femmes. Rappelons que de 2018 à maintenant, près de 800 femmes ont été condamnées à mort et une centaine d'entre elles ont été exécutées à travers le monde. Un phénomène grandissant au Mali, la dégradation de la nature devient de plus en plus importante. Que ce soit dans les rues ou au bord des routes, on retrouve des sachets plastiques un peu partout dans la capitale. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage est allée à la rencontre d'une environnementaliste. Reportage signé Aminata Idrissa Traoré et Roger Kwanouti. Autrefois caractérisée par le qualificatif de Bamako la coquette, la capitale malienne ne l'est plus.
En effet, difficile de loger une rue sans apercevoir des ordures éparpillées, et dans ces derniers, on retrouve souvent du plastique qui constitue un véritable danger pour la nature. Pourtant, selon l'environnementaliste Madame Diallo Oumou Keïta, ces déchets peuvent être valorisés et recyclés. Les sachets d'eau de 25 francs, ça a les mêmes effets que n'importe quel sachet concernant sa durabilité, concernant ces effets qui rendent imperméables les sols et autres. Ça veut dire que c'est les mêmes conséquences. Au fil du temps, ça va amener comment dirais-je, que les sols deviennent imperméables. Si ça devient imperméable, ça devient impropre à la culture. Et ça, c'est le premier aspect et l'un des facteurs les plus néfastes. Pour essayer de remédier à ce problème, comme on l'a dit, tu as parlé spécifiquement des sachets d'eau de 25 francs. Et ça veut dire que le mal même est profond. Les sachets d'eau même en tant que tel, il faut essayer de voir jusqu'à la fabrication. Est-ce que les normes et autres sont vérifiées? Bon, on ne va pas aller sur ce terrain. Vu qu'on voit ça devient à la mode, on voit les sachets d'eau partout, à Bamako, on en vend au bord du goudron, les mariages et autres. On utilise considérablement. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de voir des synergies d'ateliers de transformation de ces sachets et faire vraiment un réseautage. C'est-à-dire, si les sachets d'eau sont sur place, qu'ils puissent avoir une synergie qui va essayer de les récupérer et de les transformer en d'autres objets et pratiques. Par exemple, ça peut être transformé en dalle. C'est faisable. Ça peut être aussi transformé pour faire de l'énergie propre. Selon Madame Diallo, afin de réduire leurs conséquences néfastes sur la santé humaine, les produits plastifiés doivent être testés avant consommation. Si ça se retrouve dans l'eau, ça peut amener la mort des animaux marins et beaucoup d'autres à ne vraiment pas finir. Voilà, donc c'est pour dire que les sachets plastiques ont vraiment un impact considérable concernant les effets néfastes des changements climatiques, car elle est directement liée à l'homme, car c'est l'homme qui utilise ces sachets. À noter que le recyclage au Mali n'est pas très vulgarisé, contrairement à de nombreux pays d'Afrique. Ainsi, un travail de sensibilisation est nécessaire. Et voilà, ainsi s'achève ce journal que j'ai eu le réel plaisir de vous présenter. À très bientôt pour de nouvelles informations. Bonsoir.